L'émission qui suit comporte des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, vous devriez voir des coups qui ont de l'air de... Oui. Si vous êtes malencontreusement offensé par un ou plusieurs propos des geeks contre-attaque, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien avec les gens encore collés qui vient vomir sur votre soulier. C'est cute, un bébé chien. En direct des enclaves de CKRL, voici les geeks contre-attaque! Samedi, le 8 octobre 2022, bienvenue à cette nouvelle édition des Geeks contre-attaque, épisode 516. Mon nom est Éric Lajoie, et je serai avec vous pour les 2 prochaines heures. On parle d'actualité geek, Puis tu vas faire ça tout seul, je m'en vais. Voyons. OK. Non, mais tu sais, laisse-moi te dire ça, tu sais, tout de suite, là. OK. Avant même que je présente si j'avais des collaborateurs ou non. Et je ne le ferai pas seul. Je vais pas te faire mentir, Eric. Ouais. Parce que je sais que tu allais dire ça et je ne le ferai pas seul. Mm-hmm. Non. Je venais pour te dire, le prochain 2 heures t'appartient. Non, c'est pas vrai, je vais rester. Wow. On est juste 2. Puis j'ai suffisamment d'ennemis pour qu'on sabote mon intro quand même. Ben non, c'est pas vrai. Donc, on est là pour vous parler d'actualité geek, de jeux vidéo, de cinéma, d'internet, de plein de trucs insolites, le fun, qui nous passent par la tête. Et quand je dis nous, c'est moi, mais aussi à la mise en onde, le légendaire Mikey G. Légendaire, certain. J'ai trouvé pourquoi, en fait, et de quelle façon, pourquoi il n'y a plus de mammouths puis comment ils sont morts. Oh. Oui. Les mammouths sont morts de solitude parce que avant qu'il n'y ait plus de mammouths, ben il n'y a plus de mammouths, c'est parce qu'il n'y a plus de papoutes. Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici les Geektualités. Bon, fait que à cette heure que le pire est passé. Et c'est pas de ma faute, cette joke-là. Sérieusement, c'est Conan qui m'a envoyé ça sur Messenger cette semaine. Ça aurait pris un plus gros public que juste moi. Ah, ben écoute... quand ton public cible est composé d'une seule personne, puis que quand ton public est composé d'une seule personne et que ce n'est pas ton public cible, des crickets ensued. Ouais, les jokes tels les mammouths sont mortes dans la solitude. Ce qu'on va faire, c'est qu'on Je me sens comme creusé dans le goudron. Je suis en train de m'enfoncer dans quelque chose de visqueux et d'épais. Mais non. Parlant de visqueux et d'épais, parlons d'échecs. Parlons d'échecs, ouais. Est-ce qu'on a trouvé enfin de quelle façon Stéphane Goulet aurait gagné le duel d'échecs il y a 2 ans avec moi? Ben, peut-être. Peut-être si il est quand même ouvert à la nouveauté, essayer des nouvelles choses et il a pas peur de mettre son cul sur la ligne, comme on dit. Ouais. Hein? Des rebondissements dans une affaire de triche aux échecs et ça fait partie entre autres d'un espèce de scandale qui mettrait aux prises Neiman et Carlsen, qui sont 2 joueurs d'échecs quand même assez incroyables. Ben, Magnus Carlsen, c'est le meilleur joueur d'échecs des 15 dernières années, là. Ben, c'est ça. C'est une domination totale, là. C'est that good, là. Mais Neiman était une étoile montante et il gagnait ses parties souvent. Il allait sur le site chess.com, puis il gagnait tout le temps ses parties chess.com. Bon, c'est un site, c'est comme le poker en ligne, mais c'est des échecs. Ouais, c'est pas une place où on admire des poitrines. Là. C'est pas chess. C'est chess. C'est pas une fabrication de coffres artisanaux non plus. Non plus. Chess. Ouais, c'est ça. C'est une affaire. C'est une affaire qui a fait quand même le site chess.com a fait un rapport de 72 pages par rapport à ce Trishgate-là. Il y a déjà Neiman, OK, on parle de Neiman, celui qui a battu le maître Carlsen, a déjà avoué avoir triché
lorsqu'il avait 14 puis 16 ans dans des matchs en ligne purement facultatifs là, sur chess.com. Mais il y a eu des... Conan, pas de suite. Conan nous appelle. Conan, il a hâte. On va en parler. On va parler à Conan qui est au Comic-Con de Québec. Exactement. Ça va être cool. Ben oui. Mais là, Conan, il va falloir que tu te relaxes le bas du corps. Pourquoi j'arrête pas de parler de bas du corps puis de cul depuis tantôt? C'est parce que il y a des rumeurs qui veulent qu'on aurait trouvé l'origine de la triche. Apparemment que Neiman aurait eu un complice, et ce complice-là lui parlait, non, pas d'une oreillette dans l'oreille, il envoyait des codes directement dans le péteux, grâce à pas une sonde, excusez, pas une sonde anale, mais bel et bien un petit objet, là, des billes anales vibrantes, en fait. Et il se faisait envoyer genre des codes, genre le fou c'est 3 buzz, mettons. Après ça, le 3 buzz, ben il y a une pause, puis c'est 2, mettons, tu fais 3 autres buzz, puis 2 autres buzz. Tu sais, ça doit être tannant. Hey! OK, t'as pas besoin de te concentrer sur la game parce que t'attends de savoir qu'est-ce que tu fais. Là, je comprends. Mais garder ta poker face, mettons. Non, c'est ça. Il a dû s'entraîner. Quel move solide. Ah, t'as un gut feeling, comme on dit. Là. Je le sentais au plus profond de moi. Mes tripes. Si bon. Mais c'est ça, il aurait triché dans ce rapport de 72 pages-là. C'est un rapport dans lequel Chess a utilisé un algorithme, en fait, là, pour calculer la probabilité qu'une personne triche en se basant sur des éléments comme la rapidité de son mouvement, le classement du mouvement par l'ordinateur, la fréquence à laquelle la personne bascule entre les écrans de son ordinateur, puis son historique en tant que joueur sur le site. Donc, mettre tout ça ensemble, un rapport de 72 pages dit qu'il aurait triché plus de 100 fois pendant des matchs sur chess.com. Donc, comme je disais, c'est pas sa première bille d'anal, là. Je veux dire, il y a de la concentration pour, tu sais, ça y fait plus rien, là. C'est juste comme une information plus dans son cerveau, là. Tu vas aux échecs, pas suffisamment pour justifier que je m'insère des appareils Bluetooth dans l'arrière-train pour essayer d'avoir un avantage, tu sais. OK. Faudrait que je sois vraiment commis pour avoir le niveau de jeu que j'ai là. À l'aide de ça. T'aurais une ascension fulgurante avec. Mais faudrait que tu connaisses un maître des échecs et. Mais parlant de s'insérer des affaires bizarres et d'avoir des sensations étranges dans le corps, j'ai quelque chose qui pourrait quand même t'intéresser beaucoup. Je sais, Eric, et probablement d'autres personnes qui nous entendent ici à CKRL. C'est des grands amateurs de musique, peut-être même d'anciens musiciens. Plusieurs personnes dans cette catégorie de gens-là souffrent d'acouphènes. Oui. Bon. Oui. Fait que l'acouphène, c'est simplement c'est du son fantôme que t'as dans les oreilles que t'es pas supposé avoir. Et maintenant, pour la modique somme d'1 heure par jour pendant 3 mois, ok, ça c'est l'investissement en termes de temps. Je sais pas l'investissement en termes d'argent, mais c'est un traitement qui s'appelle la neuromodulation bimodale. Okay. C'est comment ça fonctionne? Ça repose sur l'écoute de son dans un casque et la stimulation simultanée de la langue par une électrode maintenue dans la bouche. Donc, 1 heure par jour pendant 3 mois, ce que ça fait, c'est que ça déplace l'activité des neurones auditifs responsables des acouphènes vers d'autres neurones associés à une activité sensorielle. Fait que, dans ce cas-là, c'est le goût. Les papilles gustatives, la langue, une autre activité sensorielle. L'histoire dit pas, par exemple, si quand t'es supposé faire de l'acouphène, après ce traitement-là, tu goûtes genre la moutarde, quelque chose. C'est ça. Ouais, je sais pas à quel point ça affecte... parce que dans le fond, c'est comme le signal s'en va ailleurs. Il fait pas disparaître le signal qui cause l'acouphène, il fait juste le déplacer ailleurs. Oui, le rediriger ailleurs. J'avoue que c'est pas bête. Honnêtement, je suis pas encore rendu au point d'avoir à être désespéré pour un traitement, mais ça s'en va pas en descendant, dans mon cas. Plus l'âge avance, plus le son peut venir fort et avoir des spikes, puis c'est beaucoup relié avec... tu sais, mettons, l'acouphène peut me causer de l'insomnie. Ben, exactement. Et la fatigue accentue le volume de l'acouphène. OK. Donc, quand je suis épuisé,
l'acouphène est plus fort. C'est quoi ta proportion d'insomnie causée par l'acouphène? C'est que elle était plus grande dans le temps, c'est juste que mes habitudes ont été modifiées à propos de ça. C'est-à-dire que je suis incapable de m'endormir s'il y a pas de son. C'est impossible. Ah, OK. C'est que s'il y a pas de son, je vais devenir très agressif et colérique parce que j'ai l'impression de perdre mon temps, l'acouphène me tient réveillé, j'entends de plus en plus fort, là, on va aller faire de quoi tant qu'à perdre mon temps, puis je perds patience. Donc, faut que j'écoute. Au fond, j'ai un exemple avec mon cellulaire. Quand je vais me coucher dans mon lit, quand j'ai le loisir de décider quand est-ce que je vais me coucher, parce que souvent, je m'endors dans mon divan. Ouais, non, exactement. Bruno, on l'a appelé Bruno. Oui, il s'appelle Bruno. Ah oui, Bruno, parce qu'il est supposément brun, selon les daltoniens. Et donc, quand je m'endors avec Bruno, je décide pas quand est-ce que ça arrive, puis je suis en train d'écouter quelque chose, donc l'acouphène, je m'en occupe pas. Mais quand je vais me coucher, je prends mon téléphone, et j'en ai déjà parlé en ondes, là, j'ai à peu près au-dessus d'une centaine de shows de stand-up comique américain en MP3 sur mon téléphone que je me suis procuré depuis plusieurs années, là, que j'en rajoute de temps en temps. C'est de moins en moins disponible parce que les specials sont de moins en moins audio. Right? Ils vendaient des CD à l'époque. Ouais, c'est vrai. Mais c'est putain en mode star, des albums de show du monde. Reste qu'avec la quantité que j'ai, c'est quelque chose que je connais déjà. C'est pas comme de la musique, ou c'est pas trop dynamique, fait que c'est juste des gens qui parlent. Ouais. C'est une conversation que t'as déjà entendue, ça fait que tu fais juste comme... Ça me fait zoner out juste assez pour pas que ça me maintienne réveillé. Parce que c'est pas comme si j'écoutais du nouveau matériel que t'es intéressé, puis là, non, c'est comme ça. Tu te concentres sur le son de la voix. Exact. Et ça fait en sorte que j'entends pas mon acouphène. C'est des albums qui durent juste une heure. C'est pas de la grosse musique, ça fait que ça sonne pas... Juste la voix dans un petit micro de cellulaire, ça sonne bien comparé à de la musique. Tu sais, la musique, ça sonne vraiment en fade, là. C'est-à-dire un petit micro de... Ouais. Mais c'est pas terrible. Mais pour de la voix, là, tu mets ça à côté de ton oreiller, pas trop fort. Puis la track dure 1 heure, puis en dedans de 7 minutes, je m'endors. Ah, bon, ben c'est cool. Fait que ça, c'est quand même bien. Parce que je serais pas capable de m'endormir avec des écouteurs, moi non plus. Non, les écouteurs, non, c'est le confort. Puis je dors sur le ventre semi sur le côté, là, fait que ça serait encore pire. Ça. Mais non, c'est la seule méthode que j'ai trouvée à date pour combattre l'acouphène, c'est d'avoir à toujours entendre un bruit de fond. J'ai essayé avec des bruits de fond, quand j'étais plus jeune, j'avais essayé avec des bruits de fond de nature, le monde qui écoute des vents de la pluie qui tombe ou une sécheuse à spin. C'est juste que quand c'est un son constant, on dirait que ça synchronise avec mon acouphène à un moment donné. Ouais, parce que tu l'entends plus, parce que c'est... puis... Parce que si le son il est constant, ou il y a comme un genre de rythme régulier, mais mon acouphène, on dirait qu'il y a qu'elle s'ajuste avec, elle synchronise avec comme... Oui, parce que le cerveau fait que le son régulier, tu l'entends plus, entre guillemets, donc... On dirait que l'acouphène se rajoute, dans le fond. C'est comme ça vient se rajouter un nouvel instrument dans ce que j'entends déjà. C'est ça. Puis, tu sais, présentement, là, si je me concentre, je l'entends. OK? Ça prend une demi-seconde, puis là, tout le temps. Puis, OK, en tout cas, au moins, ça provoque aucun effet indésirable, le traitement que je te disais, là. Donc, tu goûteras pas de la moutarde. Non, c'est ça. Quand ton acouphène va... j'espère de la moutarde, s'il te plaît. Non, tu sais, c'est ça. Comment t'appellerais ça? Un agouphène? De l'agouphène. Je goûte tout le temps de quoi d'étrange quand j'ai rien dans la bouche. Ouais, c'est ça, j'ai un white taste tout le temps dans la gueule au lieu d'un white noise. Non. Non. On parlait de bille anale, puis là, on parle de white taste. On change de sujet, finalement. Je pense qu'on va changer de sujet. Wow. C'est ça. Ça pas, c'est non. pas ça que je vais faire. C'est pas ça que tu voulais faire, hein? Mais non. Ah, OK. C'est ça que je vais faire. La chanson de la semaine! C'était quoi ça? C'était chronique culinaire. Ouais, c'est ça, on parlait de goût. Ton subconscient s'est fait chronique culinaire automatique. Oui. Mais non, c'est chanson de la semaine numéro 1. Et là, on est encore deuxième semaine du mois de l'Halloween. Et j'essaie d'y aller thématique avec les chansons que je vais chercher sur Overclock Remix ce mois-ci. On va y aller avec une chanson tirée du jeu Resident Evil. Hey! Comme dirait un couple d'amis de Stéphane, Résidence Devil. Ouais, ou Résidence Devil, c'est ça long. Et c'est le réarrangeur, donc Michael Hudak, que j'ai fait jouer souvent au Geek Contre-Attaque dans les 2 dernières années. Très expérimental dans son son. J'aime vraiment sa créativité de ce côté-là. C'est, vous avez jamais entendu une version comme lui les fait. On y va avec la pièce Mansion of Delete, No Sleep Demon de Resident Evil. On écoute ça au Geek Contre-Attaque. C'est lugubre. On vient
vient d'entendre Mansion of Delete, No Sleep Demon. Donc, c'est Mansion of Delete, entre parenthèses, No Sleep Demon. C'est du jeu Resident Evil. C'est par l'artiste Michael Hudak. H-U-D-A-K. Donc, je devrais dire Michael Hudak. Ça serait la bonne façon de prononcer. Je fais pas trop tout le temps mes H aspirés en anglais. Là. Des fois, je les oublie. Là. Mais pourquoi on dit H aspiré? Parce qu'on fait clairement une expiration. Hein? On fait pas... Non, je sais. Mais c'est comme faut le faire, parce que sinon, c'est la différence entre cheveux puis air, right? Oui. Hair ou air. Ben oui. Mais c'est ça, mais c'est pas un H aspiré, c'est un... C'est un H expiré. Expiré. Ouais, c'est moi qui l'ai mal dit. Non. On dit vraiment un H inspiré dans la nomenclature officielle. C'est aspiré, mais c'est vrai qu'on l'aspire pas. Mais non. C'est disponible sur overclockcomics.org. Maintenant. Chronique Gadget. Et là qui va là, ça va être la joie. Au nom de la loi, je vous arrête là. Oh, chronique gadget. Tu es le genre de personne... Moi, OK, grosse confession, puis là, je suis gêné de dire ça en ondes, là. Voyons. Non, pour vrai, là, je m'attendais pas à révéler quelque chose de même. Voyons, mais là, au pire, c'est encore une chronique de plug anal ou non? Tu brûles! Hey, non, t'as vu, là. Chronique gadget, t'as peu. Je me retiens vraiment pas souvent à mes pets. Voyons. En société, dans la vie en général, quand je suis entouré d'autres gens, très rare. OK. Remarque, c'est quand même... c'est téméraire, surtout pour un anosmique qui sait pas les dommages qu'il peut causer autour de lui. C'est peut-être pour ça que je me le suis jamais fait faire. Fait que... Ouais. C'est quelqu'un qui a jamais... Tu sais, un bully qui a jamais mangé de coups de poing sur la gueule. Je me sens un peu comme ça en ce moment. OK, bon. Fair enough, ouais. Mais tout ça pour dire... je pourrais bénéficier, puis là, c'est une suggestion cadeau, hein, le temps des fêtes arrive, j'aimerais ça, peut-être que... en fait, c'est un cadeau que vous feriez pour moi. En fin de semaine, l'action de grâce, hein, on mange la dinde, puis tout. C'est ça. T'as le temps, là? Ça se vend, ça s'appelle Fartvac. Fartvac, c'est un aspirateur à pète que tu tiens dans tes vêtements, un espèce de tuyau muni d'une pompe, et quand tu pètes... le temps que c'est absorbé par tes vêtements, tu pèses sur la petite pompe avant que ça s'expulse de tes pantalons, et ça s'en va dans un petit sac tout hermétique, puis tes pattes sentent pas. Sauf que le monde entend le moteur partir. Non, il y a rien de moteur, c'est juste une pompe à air avec un sac. Regarde, je peux pas te le montrer vraiment. Mais tu peux, ouais. C'est ça, ça c'est le tuyau, la pompe et le sac. C'est ça. Oui, le sac peut être gênant. Traîner son sac à pète. Oui, d'un. Puis de deux, faut pas avoir foi beaucoup en ces flatulences pour se prémunir d'un sac, parce que tu sais que ça peut être à ce point-là une situation qu'il faut que tu le préviennes avec un sac que tu achètes. Il y a des gens qui sont intolérants au lactose, mais qui adorent le fromage. Oh non, c'est ça. Il y a des gens qui... Oui, c'est vrai. Il y a des gens... Oui, je comprends. Peut-être même que j'ai jamais fait de test. Peut-être suis-je moi-même lactose intolérant, parce que je pense que... Encore là, grosse confession, je pense que je pète plus souvent que la moyenne des ours. Mais ça dépend. Ça dépend. Je vais te donner un exemple. Tu sais. Ça dépend beaucoup de l'alimentation que tu prends. C'est 100% affecté par ça, en fait. Là. Je mange beaucoup de peanuts et de beurre de peanuts. Les légumineuses, ça fait péter. Tu sais, je flatulais très peu dans ma jeunesse, parce que, pourquoi, là, c'est pas quelque chose qui était très courant dans mon cas. Quand j'ai commencé à boire du café, le café, ça active le système digestif assez clair le matin, ça. Oui. Le café, ça a tendance à faire travailler le corps. T'sais. Fait que je me suis découvert des talents de ce côté-là. Mais tu sais, c'est vraiment relié avec ça. Fait que, dans le fond, généralement, si t'as pas de problème, mettons, cœliaque ou maladie de Crohn ou n'importe quoi qui est relié avec le système digestif,
un simple petit changement, un petit ajustement dans ton alimentation peut faire le truc, là, au lieu de t'acheter un sac à pète, là, tu sais, à un moment donné. J'ai oublié ce qui fait la magie du sac à pète. Évidemment, c'est pas juste une pompe avec un sac. J'ai ça une application sur le téléphone? Ça a l'air en plastique. Non, c'est mesurer le méthane, comme il y avait un musée, il y avait une exposition de merde, on est allé, moi puis Phil, mais pas ensemble, mais on a pété sur la même toilette. Tout ça pour dire que c'est on est des bons chums, moi puis Phil. Il y a un filtre à charbon, parce que le filtre à charbon va tout enlever, comme tu sais, il va filtrer l'odeur, le méthane qu'il y a dans ton pet, j'imagine. Puis tout ça est disponible. Allez sur fartvac, j'imagine.com. Attends un peu, je vais cliquer sur l'hyperlien. C'est fartvac.com. Ben oui, c'est ça. Okay. The world's first vacuum and filter for farts. OK. Puis ça me fait penser, dans la religion catholique, je sais pas si vous le saviez. C'est coq à l'âne, s'il vous plaît, mon chum. Non, parce qu'on parle de trip, là, depuis tantôt, là. Oui. Il nous demande de bénir du caca dans l'une des prières les plus populaires de la religion catholique. De quoi tu parles? Ben oui, je vous salue Marie, et le fruit de vos entrailles est béni. Non, mais c'est pas... Non. Des entrailles, c'est des tripes. Oui, le fruit des tripes, c'est le caca, Eric. Non, mais c'est pas... le contraire. Non, mais c'est pas de nos entrailles à nous autres qui parlent. C'est le fruit des entrailles de la Vierge Marie. Ben oui, mais elle aussi, elle chie, puis elle oui, mais non, mais c'est pas... Non? OK. Me trompe peut-être. C'est pas que tu te trompes. Mais tu sais, notre gourou à tous, François Pérusse, il l'a dit dans sa toune. Là. La religion, c'est de la merde. Non, c'était la politique, c'est de la merde. Oui, non, exactement. Okay. Je me suis trompé. OK, on peut pas blâmer la religion de mal interpréter le langage de temps à autre, hein? De se mêler un peu dans le métaphore et tout ça, mais ils voulaient dire quelque chose, mais c'est pas grammaticalement ce qu'ils ont dit. OK? Ça leur arrive de temps à autre. OK. Mais non, tout ça pour dire sac à pète. Vous pouvez puis le sac à pète est fait en plastique et le plastique peut être maintenant breakdown sans pré-traitement. Parce que pendant plusieurs nouvelles que je vous disais, on a découvert un petit animal, une petite bactérie qui fait des enzymes, qui break down le plastique, puis tout, puis c'est ben le fun. Sauf que la plupart de ces bactéries-là, de ces enzymes-là, demandent un pré-traitement au plastique. Soit de chaleur, de lumière ou de produits chimiques. Puis ça coûte de l'argent. Mais ce qui fait en sorte que tu dépenses plus d'énergie que tu en récoltes. Donc, c'est une méthode de recyclage qui est pas viable, à moins que t'investisses beaucoup d'argent pour que ce soit... Ouais, c'est ça. Puis ma dernière petite nouvelle dans les geektualités /gadget, parce que le nouveau gadget à la mode, c'est le verre de cire, le verre... comment il s'appelle? C'est... Le silkworm, là. C'est un verre à soie. Non, c'est un verre à cire, en fait. Un verre à cire. Oui, ça se nourrit de cire dans les ruches, de miel aussi dans les ruches. Et c'est ça, c'est nuisible. C'est quoi le nom en anglais? Ben je pense que c'est waxworm, là. C'est quoi le mot que t'as devant toi que t'arrives pas à traduire, là? Non, c'est en français. OK, c'est vraiment un verre ça s'appelle un verre à cire. Oui. C'est la salive de verre. Moi, je pensais que c'était juste un genre de moule pour mettre des chandelles. Non, c'est ça, un verre à cire. Parce que quand tu cherches un verre à cire sur Google, c'est des chandelles qui sortent en premier, là. Tu dis ça tout de suite, là. OK. Mais ouais, c'est ça, c'est que apparemment que la salive de ces verres-là peuvent oxyder le plastique. Ce qui fait que si le plastique est oxydé, on n'a pas besoin de le pré-traiter pour le breakdown, parce que c'est ça, l'oxydation, c'est les molécules qui se désagrègent, tu sais. Fait que c'est comme quand une poêle, quand ta casserole s'oxyde, c'est parce qu'il y a des petits morceaux de métal qui ont brûlé, puis que c'est ça, là, ça se désagrège. Oui. Donc c'est ça, c'est la salive. On va être capable de synthétiser de la salive de verre à cire bientôt. Verre de cire, en fait, ça s'appelle. Verre de cire. C'est comme c'est un type de lépidoptère, là, ce que je peux voir ici dans le fond, là, on appelle ça une teigne. Des teignes ou des fausses teignes des ruches qui se nourrissent des... c'est ça. Teigne, c'est une larve. Hein, c'est une larve ou une chenille, dans le fond, là, qui peut devenir un papillon. Puis pas un très beau. Ça, c'est en passant. Je regarde la photo, là. C'est pas le plus beau des papillons. Mettons qu'il se surprend le soir, là, puis ça se peut que tu blasphèmes. Comme un papillon de nuit. Comme un papillon de cire, ouais. Mais non, c'est pas terrible. Verre ciré aussi. J'ai vu le terme, là. Verre ciré. Ouais. Bon. Ouais. Fait que merci. By the way, j'ai vu sur Internet que, tu sais, des fois,
tu te sens con parce que tu t'as tout le temps dit le mauvais mot. Il y a quelqu'un sur Internet qui a avoué, parce qu'on est dans les aveux, je sais pas, dans le 15 dernières minutes. Confession. Oui, la personne pétait souvent. Non, c'est pas ça que je voulais dire. La personne pensait toute sa vie que le superbe chanteur qui imite tout le monde et qui fait du piano, qui est capable d'émuler n'importe quelle tune, s'appelait Grégo Richard. Grégo Richard. Grégo Richard. Fait que ça s'invente pas. Non, hein? Non. Puis bravo, courageuse personne qui a osé confesser ça sur l'Internet au complet. Oui, tout à fait. Non, mais tu sais, j'y pense un peu, là, mais il y en a des mots que j'ai découverts à l'âge que j'ai là, dans la dernière année, que j'étais comme, je pensais que c'était quelque chose d'autre toute ma vie, là. Hey, moi, ça fait 2 ans environ, et je pense que je me le suis fait dire. Il a vraiment fallu que je me le fasse dire parce que c'est... moi, tu sais, les cheveux en bataille un peu épais, là, on appelle ça des cheveux hirsutes. Oui. Moi, je disais tout le temps hiruste. Hiruste. Ouais, OK, là, c'est comme le pourtant, je suis zéro dyslexique. Mais dans ma tête, c'est enregistré de même dans ma jeunesse. Oui. Puis, mais c'est qu'on le dit pas dans le langage commun. C'est pas un mot qu'on utilise de façon courante. Ouais. Donc, tu l'as lu probablement 99 fois versus un nombre de fois que tu l'as entendu. C'est ça. Tu sais, c'est pas quelque chose qu'on entend souvent, même des films où c'est rare qu'ils vont dire c'est vraiment... ça sonne insulte de Capitaine Haddock, mais à part ça, c'est comme... Hey, on va faire une petite pause. Yes. On va se coiffer l'hirsute. Moi pis toi qui à peu près même à nos deux, on a même pas un demi-pouce de cheveux sur la tête. Et on va revenir tout de suite après. On va vous parler de ce que j'ai vu cette semaine dans ma rétrospective de l'agent 007 bien d'autres choses au Geek Contre-Attaque. Et nous sommes de retour pour la deuxième partie de cette émission des Geeks Contre-Attaque en ce samedi le 8 octobre 2022, épisode 516. On parlait juste avant la pause de mots qu'on pensait qui se disaient ou qui s'écrivaient d'une certaine façon toute notre vie puis qu'on a appris récemment que c'était pas ça. Ben oui, puis t'as trouvé de quoi? J'ai repensé à quelque chose. À chaque fois, j'essaie d'écrire un air d'aller. Ouais. Tu sais, là, je me suis donné un air d'aller pour... Tu connais l'expression? Ben oui. Un air d'aller. Air, il s'écrit comment? Ben, c'est un ailleurs. Non. Non! C'est une aire comme géométriquement? A-I-R-E? Non. Ouais, non. Hein? C'est une aire, genre, une époque, genre? Ben non. Non, c'est sûr que non. Air d'aller, c'est E-R-R-E. Et faut que je me le rappelle à chaque fois pour le voir. Air, dans le fond, le mot air comme aéré. Ouais, c'est ça. Tu sais, aéré, quelqu'un qui sait pas, tu sais, bon, quelqu'un qui s'en va pas, qui aère. Une aire d'aller, c'est comme une distance floue. C'est comme, OK. Assez loin de te promener un peu. Ouais, mais c'est ça. Ben, la description, dans le fond, c'est continuation sans nouvelle force appliquée d'un mouvement déjà amorcé. En air d'aller, dans le fond, c'est comme, tu étais déjà en train de t'en aller vers là, puis sans trop mettre d'effort, tu te laisses juste continuer dans cette air-là, tu sais. Ben, quand tu aires, tu sais pas ce que tu vas, puis si tu te donnes un air d'aller, c'est que tu sais pas plus ce que tu vas, mais tu décides de choisir cette direction-là, puis de pas la fighter, tu sais. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais, ouais. Mais c'est le genre d'affaire que j'avais à l'écrire à un moment donné, parce que, mettons que je travaillerais avec un livre, exemple, OK? Que j'aurais à faire de la correction, mettons, là. Mais ça, je l'ai déjà lu, un air ailleurs d'aller. Tout le monde se trompe. Parce que sur les médias sociaux, tu vas le voir écrit de 15 façons différentes. Dans les articles de journaux, le monde l'écrit de plein de façons différentes. Mais c'est vraiment E-R-R-E. C'est donc bien cool. Ouais. Hey, d'ailleurs, by the way, bon, on est dans les mots qui s'écrivent bailler au corneille, là. Oui. C'est pas bailler, là. C'est pas bailler comme quand on baille, là. C'est B-A-Y-E. Oh. Oui. Et je ne me souviens plus vraiment. Pendant que tu vas nous raconter tes péripéties de la semaine, je vais essayer de rechercher ça, l'étymologie de bailler. Ben oui. Ouais. Martini, shaken not stirred. Vous savez, Alain, vous pouvez également utiliser cette chronique comme parachute. Chronique? De quelle chronique on parle? 007. Chronique 007.
Encore ouais. à l'époque Brosnan. Oui, j'étais à l'époque de Charles Bronson. Oui, il faisait James c'est Bond. ça. Ouais. Non, Pierce Brosnan. Non, merci. Bien entendu. Oui, donc on est à la... Voyons, je suis rendu à quelle semaine? Semaine 20 de la rétrospective James Bond que je fais cette année. Donc, 19e film de la franchise. On parle du 3e film de Pierce Brosnan. On est en 1999. Le monde ne suffit pas. The world is not enough. Tu sais que t'étais en 99. Qu'est-ce que tu faisais en 99? En 99, c'était ma deuxième année à Trois-Rivières. Au tournant du millénaire. Oui, au tournant du millénaire. Et deuxième année à Trois-Rivières, je faisais de la radio à CFOU. Ma première expérience dans une radio professionnelle en dehors de professionnelle. C'est une radio universitaire, mais tu sais, j'étais pas à mon radio étudiante quand j'étais au secondaire. J'étais dans une radio plus... T'étais morning man. Oui, entre autres. J'étais co-animateur d'un morning show et aussi animateur d'un show de sport une fois par semaine. Co-animateur. Et là, j'avais commencé à faire de l'impro en dehors du système scolaire aussi. Là. C'est comme écoute, en 99, j'avais 22 ans. Donc, tu sais, moi, bien des affaires commençaient. Là, oui. Oui, ça a été une belle époque de ma vie. 99, c'est passé du stock. Ouais, tant mieux. Ouais. Donc, pré deux tours, pré World Trade Center, juste sur le bord du millénaire. Qu'est-ce que ça donne comme James Bond, ça? Qu'est-ce que ça donne comme James Bond? OK, tout d'abord, World is not enough. Réalisateur Michael Apted. Donc, on a déjà changé. On avait eu Martin Campbell dans le film précédent, dans GoldenEye. Il y avait eu le gars dont j'oublie le nom la semaine dernière, là, qui avait fait... Qu'est-ce qui compte cet effet patate chaude là c'est en c'est que c'est ça, c'est que dans le fond la franchise avait tendance à avoir un réalisateur qui tenait le fort pour 2, 3, 4 films pour donner un ton à la franchise. Et là, ça change de réalisateur à chaque fois là. Probablement parce que dans le fond, quand t'as une longue série de films qui sont faits par les mêmes personnes, avec les mêmes compositeurs pour la musique, les mêmes personnes qui faisaient l'intro du film aussi, là. Maurice Binder pour les intros, John Barry pour la musique, puis des directeurs qui faisaient 4, 5, 6 films en ligne. Là, il essaie de trouver une nouvelle formule, puis il n'y a rien qui collait. Right? C'est le studio là qui oui, c'est ça. Il y en essaie d'autres. Ou c'est le directeur qui veut juste... Le réalisateur veut juste peut-être pas être attaché à ça trop longtemps non plus. Tu sais, ça peut être ça aussi. Dans ce cas-ci, Michael Apted, c'est celui qui avait réalisé les films peut-être plus obscurs. Cœur de tonnerre avec Val Kilmer, si tu te souviens de ça. Days of Thunder. Non, Thunderheart. Cœur de tonnerre. Pas Jour de tonnerre. Non, c'est ça. C'est avec Tom Cruise, ça. Non, c'est ça. Après ça, le 3e film de Narnia. Quelques épisodes de la série Rome. Première saison qui était à HBO, qui était quand même une très bonne série. Ça ne dit absolument rien sur Rome. Rome, c'est... Rome comme... Rome, R-O-M-E. Dans ma tête, j'étais geek, là. R-O-M, j'étais comme... C'est quoi cette série-là? Ouais, ça, ou Rome, R-H-U-M, là. Non, série de la boisson. Non, Rome. J'ai tout de suite discardé en premier, lui. Non, Rome, qui était une très bonne série, by the way. Oui, là, ça a coûté super cher. Oui, puis 3/4 des acteurs de Game of Thrones sont là-dedans, là. Oui. Mais ça s'est fait avant, tu sais. Mais non, c'était très solide. Donc, tu sais, le gars, il avait quand même un CV correct, là. La plupart des films que je t'ai nommés ont été faits après, mais bon, peu importe. Point étant, 6.4 sur IMDb. On poursuit la descente, à partir de GoldenEye, puis on drop. Budget de 135 millions cette fois-ci, et 361 au box-office. Donc, on a le triple, mais on est loin des 6 à 7 fois le budget qu'on avait dans les années 60, 70 et 80. Ouais. Là, on commence à tomber à un seuil un seuil de rentabilité un peu plus... correct. Balancé à ce qui se fait depuis les 30 dernières années. Ouais. Le cold opening du film, man. Tu sais, le genre de scène d'action qu'il y a avant que l'intro parte, là. Oui, ben oui. C'est probablement... Parce que c'est la meilleure cold open de la franchise jusqu'à maintenant, là. Ce que je suis rendu, là. OK. Et c'est tellement solide. C'est comme, t'as tout ce qui fait de Bond dans cette intro-là. Elle dure 15 minutes, le cold open. OK, puis ça serait genre un mini-épisode de James Bond en soi. Si tu veux l'expérience James Bond, tape-toi la cold opening de World Is Not Enough. C'est extraordinaire. Okay. C'est du pur Bond à son meilleur. C'est de l'action, des bonnes répliques, des cascades de fou. Si tu te souviens un peu des Pierce Brosnan, il y avait une scène où il était en bateau puis qu'il court après quelqu'un sur la rivière, comment qu'elle s'appelle, le fleuve. Fleuve Mississippi. Non, la Tamise, bon, la Tamise à Londres. Oui. Puis qu'il plonge en dessous de l'eau puis qu'il rajoute sa cravate pendant qu'il est en dessous de l'eau puis que maintenant il
il accroche un fil sur la ceinture d'un dos, il saute par une vitre, puis le gars, il se ramasse à côté de sa vitre, puis lui, ça le fait descendre jusqu'au niveau du sol. Il y a plein de cascades de main, c'est capoté. Honnêtement, quelle bonne intro de film. C'est... OK, mettons, je te dis, sépare cette cold opening-là du film, lequel des deux t'as aimé le mieux? C'est proche. C'est proche parce que cette semaine, ça a été différent de la semaine dernière. La semaine dernière, j'avais un bon souvenir de Tomorrow Never Dies, puis c'était moins bon que ce que je me rappelais. World Is Not Enough était meilleur que ce que je me rappelais. Okay. Déjà que l'intro, comme je vous dis, c'est une des meilleures intros qui a été faite ever, le cold opening. L'intro en tant que telle, avec la musique et tout ça. Donc, on parle de la chanson thème de Garbage, cette fois-ci, de World Is Not Enough, avec du CGI weird, mais la chanson est solide. Puis parlant de chanson solide, Mikey. Hein? Oui, parlant de chanson solide. Ben oui, mais tant qu'à parler de l'intro, on va faire jouer là. Okay. Mais elle est vraiment solide, ça. La chanson de la semaine 2! Chanson de semaine numéro 2. Et oui, la semaine dernière, j'avais un peu de réticence, malgré qu'elle était solide, la tune de Sheryl Crow, de Tomorrow Never Dies. Mais là, Garbage, The World Is Not Enough. Écoute, moi, j'étais un adolescent des années 90. Garbage fait partie des bands qui ont eu un gros impact à l'époque. Un des membres du band, Butch Vig, est celui qui a été le producteur de l'album Nevermind en arrière de la console. Oh, OK. C'est le son des années 90, c'est eux autres. Là, donc, on écoute du film du même nom. Pièce de Garbage, The World Is Not Enough au Geek contre-attaque. Et on vient d'entendre The World Is Not Enough de Garbage, tiré du film du même nom. Donc, on vient de parler de l'intro. Tonne solide. On poursuit avec les détails du film. Le titre de ce film-là me fait m'imaginer que dans ce film-là, parce que je l'ai pas vu, mais d'après moi, le méchant est mégalomane et la Terre est pas assez, donc il veut conquérir l'espace. Non, check bien ça. C'est que je vais en parler de pourquoi le film s'appelle comme ça. Il y a vraiment des beaux callbacks. Tout d'abord, soit sans passer, petite parenthèse rapide, sur Prime Video, mercredi dernier, est sorti un documentaire qui s'appelle The Sounds of 007. Oh! Et c'est un documentaire d'1h30 sur la musique de James Bond. Fait qu'autant les tunes d'introduction, comme je vous fais jouer depuis une couple de semaines, mais en plus, la musique de fond, l'origine de la tune qu'on vous avait parlé il y a quelques années, là, le Monty Norman qui avait composé un opéra sur un gars qui tuait du monde en éternuant, puis qui a changé ça parce que c'était comme indien comme thème, puis il avait mis comme tune de James Bond. Tout ça est dans le documentaire, honnêtement, c'est vraiment cool. Ça vient juste de sortir. Pendant que je suis en train de faire la rétrospective, je me suis tapé ça mercredi, c'est très bon. Okay. Donc, sur Prime Video, si vous l'avez, The Sounds of 007. Mais bon, le film, en fait, les pays visités, je vais finir mes statistiques, puis après ça, on va parler du film. On est en Espagne, dans l'introduction. Non, excuse-moi, au début du film, en Écosse. On est en Azerbaïdjan aussi, qui est un pays qui est comme voisin de la Turquie. Ouais. On est au Kazakhstan et en Turquie. On se promène pas mal dans ce film-là. Les consommations, on a 3 dans le film. 3, donc du bourbon avec glace, un vodka martini et un vodka pur. Oh shit, OK, là, il fait le pas à la fin. Là. Et il se passe de quoi? Besoin, ouais, c'est ça. Bond Girls, on a tout d'abord Electra King, qui est la fille d'un magnat du pétrole, interprétée par Sophie Marceau. Donc, excellente Bond Girls, soit dit en passant, là, elle fait en Moses dans le film-là, mais c'est une bonne actrice de base. Et elle a un beau rôle à se mettre sous la dent. Ensuite, on a aussi le Dr. Christmas Jones, interprété par Denise Richards. Oh, ça c'est dans Starship Troopers, Denise Richards. Oui, c'est ça. Puis Wild Things, puis tous les films des années 90 où ce qu'elle était là pour montrer qu'elle avait une poitrine plantureuse puis pas grand neurone derrière. Elle a été beaucoup critiquée par les fans dans les 20 dernières années par rapport au fait que c'est une des pires Bond girls ever. Puis je trouve que la critique est un peu sévère après avoir vu le film à nouveau. Elle fait la job qu'on lui demande de faire. Et son personnage, elle a une attitude de, tu sais, je n'ai rien à foutre de personne, puis elle est méfiante de tout le monde parce que son personnage est écrit pour être une belle fille qui est dans un domaine, parce qu'un chimiste nucléaire, tu dis Denise Richards comme chimiste nucléaire, tu sais. Mais justement, son personnage est écrit comme de quoi que parce que c'est une belle fille qui est dans ce domaine-là, qui a une fin vingtaine,
Ça fait qu'elle se fait donner des job-ins de marde au début, là. Comment? Tu sais, genre, va. Lab assistant. Non, même pas. C'est qu'elle est chargée, là, d'aller dans des vieux dépôts, militaires abandonnés depuis la guerre froide pour aller désamorcer des vieilles bombes qui marchent plus, là. OK. Fait que c'est une gig de poche, là, tu sais, pour quelqu'un qui fait ça, là. Ah ouais. Tu travailles pas pour non, tu sais, tu fais de la job-in de... Tu restes ta vie. Tu restes ta vie pour aller cligner les dépotoirs perdus dans le désert, là. Tu sais, ça te donne à rien. Fait que, tu sais, ça fait du sens qu'elle soit comme méfiante de tout le monde parce que tout le monde, il la prenne pour... Fait que, tu sais, c'est pas si mal que ça. Même Roger Ebert avait quand même donné une bonne note à sa performance pareil parce que c'est pas... Elle fait pas une grosse job, là. Tu sais, un awkward quand elle bouge parce qu'elle est pas athlétique pour 2 secondes, là. Tu sais, comment je pourrais dire ça? Elle bouge comme quelqu'un qui a jamais plié une articulation de sa vie. Tu sais qu'il faut qu'elle court, là. Fait que c'est comme malaisant un petit peu. Wow, t'sais. super Puis à l'aise. ils l'ont habillée comme Lara Croft dans la première scène exprès pour faire une référence à Tomb Raider. Parce qu'on est en 99, right? Cash grab. Fait que plus c'est elle qui paye pour ces clichés-là, mais c'est pas de sa faute à elle, c'était écrit de même. Right? Oui. L'antagoniste, on a l'antagoniste, un terroriste qui s'appelle Renard, interprété par Robert Carlyle, très bon acteur. Et notre ami Renard, là, on se dit, est-ce qu'il y a des handicaps dans le film? Oh, les handicaps sont de retour au menu, mesdames, messieurs. Hey! Donc, notre Renard, que lui, une particularité, il a reçu une balle dans la tête, mais il en est pas mort. C'est que la balle est entre 2 lobes du cerveau et elle continue tranquillement pour être de se faire un chemin vers une place qui va être mortelle. Mais pendant qu'elle fait ce chemin-là, ça l'a désensibilisé de la douleur. Fait que, il est capable de faire des efforts physiques plus... il est capable de bypasser les protections que le cerveau fait au corps pour t'arrêter, pour pas te blesser, parce qu'il sent plus rien. C'est quasiment un X-Men, ça, là? C'est ça, exact. Puis il sent plus la douleur, puis il peut se brûler, puis il s'en fout. Puis... Fait que il y a comme un super pouvoir parce qu'il a reçu une balle dans la tête, puis à cause de ça, il y a un œil qui est comme descendu un peu, puis il y a une grosse cicatrice sur le côté. Fait que tu sais, il y a ça. Il y a aussi la Electra, qui a un lobe d'oreille manquant, qui est un beau callback à Blofeld au service secret de Sa Majesté, qui avait aussi cet handicap-là. Il y a aussi un gars qui a des dents en or, mais je pense pas que c'est un handicap, là. Quoique, en tout cas, peu importe. Dépenser son argent pour des dents en or, c'est un handicap mental. Ouais, peut-être. Pseudonyme. On faisait un bout que, bon, c'était pas fait passer pour quelqu'un d'autre. Dans ce cas-ci, le docteur Mikhail Arkov, qui travaille pour le département de l'énergie atomique russe. Son cover ne tient pas très longtemps, soit dit en passant. Mais Brosnan a quand même il a quand même un accent quand même relativement crédible. Donc, parce qu'il est quand même Brosnan s'est acté, puis ça paraît. Comparé à l'époque, on avait notre ami George Lazenby au service des secrets de Sa Majesté qui prenait un pseudonyme, mais c'est un autre acteur qui le doublait quand il faisait une autre voix. Oui! Ouais. C'était comme, en tout cas. C'est pas la seule référence au service des secrets de Sa Majesté qu'il y a dans le film. Ce film-là a fait littéralement un callback à ce film-là. Dans le fond, il y a un lien entre les 2 films. Que les scripteurs ont voulu exprès. Dans l'histoire, il y a beaucoup de références, oui. Entre autres, je pense à, justement, le lobe d'oreille, le fait qu'on fait référence à sa femme décédée. Il demande s'il a perdu quelqu'un qui était cher, tu sais, quelqu'un qui avait aimé vraiment. Puis la fin au service secret de Sa Majesté, sa femme se fait tuer pendant sa lune de miel. Dans le générique de fin, il y a le générique de fin de ce film-là, de World's Not Enough, c'est un réarrangement de la toune d'intro d'Au service du secret de Sa Majesté. OK. Tu vois que le callback est direct, là. Et le titre du film, The World Is Not Enough, c'est que dans Au service secret de Sa Majesté, dans le fond, à un moment donné, il va à une place puis il visite l'armoirie de la famille Bond. OK. Et dans le motto, dans le fond, comment on dit ça en français? La devise des bandes, c'est The World Is Not Enough en latin. OK. Puis ça avait été déjà dit dans le film de 1968, je pense, Service secret de Sa Majesté, ou 69, je me rappelle plus. Là. Mais ça avait déjà, on avait entendu le titre de World Is Not Enough à cette époque-là. Fait que tout est un callback à ce film-là. Il y a vraiment un lien direct entre les 2 films. C'est une lettre un peu d'amour du réalisateur? Je pense que oui, mais aussi c'est d'attacher le script à ça parce que le film, autant qu'il avait été pané par la critique à l'époque, les années 60, parce que les Lazenby étaient pas aussi charismatiques que Sean Connery, il y avait des gros souliers à chausser. Plus le temps avançait, plus le temps a rendu des faveurs à ce film-là, qui est bien meilleur que
quand on regarde les derniers de Sean Connery, qui étaient blasés, puis certains de Roger Moore qui sont des parodies d'eux-mêmes, Service secret de Sa Majesté est vraiment un bon film. OK. Ouais, ça... C'est juste que Lazenby est comme... Lazenby est dans un film meilleur que lui. C'est ça l'affaire. C'est que lui, il suit, mais il lead pas. Il suit à parade. C'est Diana Rigg, c'est la Bond Girl qui mène le show dans ce film-là, clairement, puis le script. C'est de loin ça. Dans ce film-là, au début, ils sont dans une base secrète de MI6 en Écosse, qui est dans un château que j'ai reconnu immédiatement parce que c'est le même château qu'il y a dans Highlander. Le film Highlander, tu te souviens, avec Christophe Lambert? Ah oui. Le château d'Elean Donnan en Écosse. Écoute, le film a vraiment une bonne vibe de Bond, époque Roger Moore, quand les films étaient bons. Les bons films de Roger Moore. C'est que la façon que Brosnan joue, James Bond, il essaie de se rapprocher du jeu de Roger Moore, mais il le fait d'une bonne façon. C'est un bel hommage. Il essaie pas de prendre les facettes qui sont comme pathétiques. Il y a un peu beaucoup de références. Les références sont un peu moins malaisantes que dans le précédent. Tu sais, le précédent, je trouvais que le bad guy était surjoué, là, Jonathan Pryce, le genre de magna des communications qui disait des affaires. T'étais comme, c'est tout bad guy de 12 ans qui dirait des affaires de même, c'est n'importe quoi. Là, ils sont pas parodiés au-dessus, ils sont pas caricaturales, là, les antagonistes. Ils ont des bonnes motivations, le script est bien fait. Il y a tellement de scènes d'action, le fun. Tu sais, il y a une scène dans une pipeline où dans le fond, il y a un genre de sonde qui se promène dans la pipeline pour aller déboucher des places dans le tuyau, là. Oui. T'as comme un rang de moteur, puis tu te promènes avec. Oui. Puis il faut qu'il aille accoster un genre de missile nucléaire qui voyage par la pipeline que les terroristes ont envoyé. Il faut qu'elle l'accoster pour aller la désamorcer, puis tout. La scène est fascinante. C'est bien faite pour l'époque, là. Quelle autre affaire, là? T'as un genre de... Au début, tu vois des hélicoptères avec des rangs de cirondes attachés sur un genre un genre de gros scie pour les arbres, tu sais, qui se promène puis qui taille des arbres. Fait que c'est un genre de vrai... Un élagueur. Ouais, c'est ça, un gros élagueur, après 12 cirondes, grosses comme la pièce ici, là, attachées avec une chaîne en dessous de l'hélicoptère qui vont raser des arbres à longueur, là. Ben voyons donc. Puis il y a une scène qui sert à ça pour scier un building pendant que Bond est dedans, tout le kit, puis c'est vraiment hot. Là, c'est en 99, là. 99. Toute mécanique, ça, là. Oui, il y a une vieille il y a une scène sur une chaise de torture médiévale assez créative. Le fait que à la fin des cordes nouées d'un gars. Non, pas tout à fait. Okay. Et on arrive à celui-là. Ouais. Mais non, puis à la fin dans le sous-marin, ils sont dans un sous-marin où que James Bond essaie de faire remonter le sous-marin à surface. Il réussit partiellement à le faire. Fait qu'il y a juste une partie du sous-marin qui lève. Fait que tout le reste de la scène est dans un sous-marin qui est typé avec presque 90 degrés. Donc, ça donne lieu à des scènes vraiment pétées d'action. Des jeux de caméra, de gravité, puis tout. Ben oui. Oh, ouais. Honnêtement, le film est vraiment meilleur que ce que je me rappelais. Puis il y a d'autres références au ski aussi dans celui-là, qui étaient des références à celui d'avant. C'est le dernier rôle. La dernière fois que Q est interprété par l'acteur, j'arrive pas à me rappeler, Llewellyn, je me rappelle plus son nom, là. Celui qui l'a interprété pendant 17 films consécutifs. Q s'en allait. Et le remplaçant qu'il avait installé était John Cleese des Monty Python. OK. Ah oui, ouais, OK. Qui s'appelait R. Ce film-là, puis Valentin Zukovsky est de retour, qui était un des antagonistes dans GoldenEye, qui est interprété par Robbie Coltrane, qui fait Hagrid dans les Harry Potter. Ouais. Et son retour est cool. Il y a une scène dans laquelle il meurt, entre guillemets. Puis c'est vraiment malade. Honnêtement, sa présence dans le film est vraiment rafraîchissante. Honnêtement, le dernier 5 minutes est cheesy, mais le film est très bon. Et le film a un record qui n'a pas été battu depuis encore. Ce film-là est Sleepy Hollow, en 1999. Ouais. Ce sont les deux seuls films dans l'histoire du cinéma qui ont sorti le même jour et qui ont récolté tous les deux 30 millions de dollars ou plus dans la même fin de semaine. OK. C'est jamais arrivé avant et c'est jamais arrivé depuis. 30 millions dans la même fin de semaine. 2 films sortent le même jour, mettons le vendredi, récoltent tous les deux 30 millions ou plus. Parce que ça, c'est un film qui domine, right? Il y a une grosse nouveauté, puis les autres sont distants seconds. Mais là, les deux ont dominé. Les deux au top étaient nés à nez. Oui, exact. Okay. Fait que c'est quand même pas rien. Mais mieux vieilli que je pensais. J'ai aimé le jeu de tout le monde. Le script fait du sens. J'y donne un 4.
Donc la joie là, dans mes verdicts de l'époque des films. Mais oui, meilleur que ce que je me rappelais de World Is Not Enough. Donnez-y une deuxième chance. Je pense que une fois ne suffit pas. Oh, ouais. Voilà. Alors réécoutez-le. Ouais. C'est one watch is not enough. C'est ça. Parce que des fois, tu sais, quand tu te promènes, t'es un homme d'affaires, tu te promènes dans plusieurs pays, t'as besoin de plusieurs time zones sur ton bras. Ah oui. Mais non, solide James Bond. Fait que, hey, on fait une petite pause. Ah, on va faire ça. On va faire ça, puis on va revenir après, on va parler de séries télé, on va peut-être parler à Conan, je sais pas quand est-ce qu'on va être capable de synchroniser, mais on s'en jase. Peut-être. Puis tu vas nous parler aussi de ta chaîne. Oh, je vais vous parler de ma chaîne, je vais vous parler d'une série qui est mal aimée. Je vais essayer de t'en faire aimer. Dire rapidement. Aussi, j'ai des nouvelles cinéma. Tu vas faire de même. OK, bon, ben revenez-nous après cette pause. Et nous sommes de retour pour la troisième partie de cette émission des Geeks contre-attaque en ce samedi, le 8 octobre 2022. Épisode 516. Mais non. Ça va aller. C'est la première fois que tu te trompes. Aujourd'hui. Je pense qu'ils me le feront pas assez souvent pour faire 2 montages de 10 minutes et plus sur YouTube, mettons. Là. Mettons. Hey, te rappelles-tu la journée que j'ai fait une gaffe? J'en avais fait juste une. Maudit que j'étais content. Hey, on n'a pas de chronique remote ou de chronique de en direct sur les lieux de l'événement. Ah, mais non, mais ça va aller. Ça va aller après. Ça va aller après la pause. Il faudrait que tu parles tout seul pendant, puis t'es pas capable de faire ça, là. Parler tout seul pendant 2 minutes, t'as le temps que je set up ça, là. Ah ouais, je serais pas capable de faire ça, moi. Ah ben, c'est un défi. Tu me mets ça au défi? Regarde, combien est en train de t'appeler? Regarde, ben, on va setuper ça. Non, ce que je vais faire, je vais parler momentanément de quelque chose que j'ai joué cette semaine. Mettons, on fait une chronique jeux vidéo à l'emporte-pièce. Dans les jeux qui étaient disponibles sur le PlayStation Network, donc ceux qui ont un abonnement au PlayStation, bien entendu, il y a 3 jeux gratuits par mois. Des fois, c'est des jeux un peu boboches. On se fera pas de cachette. Mais il y a un jeu de une couple d'années que ça faisait longtemps que je voulais essayer, puis je m'étais jamais arrêté à le faire. C'est le jeu Super Hot. Donc, qui est un jeu dans lequel le temps n'avance que quand tu bouges. Puis si tu bouges pas, le temps avance très peu ou pas du tout. Et puis là, faut que tu gunnes des cibles à l'intérieur d'un certain laps de temps. Mais les balles sont extrêmement ralenties, puis là, tu décides de bouger. Puis le jeu, c'est du pur fun. Il est gratuit pour ceux qui veulent l'essayer. J'ai joué à ça une grosse partie de la semaine. Puis t'as une esthétique un peu à la Portal et Stanley Parable de ce monde, le genre d'engrenage fautif dans la machine là, qui vient comme tout qui vient comme un peu un aspect nostalgique du gaming de PC des années 80. T'as l'impression que ton personnage a comme hacké le système puis sort du protocole, ou c'est peut-être le protocole qui est en train de le bouffer comme tout le monde. Bref, une belle vibe, pas de musique, peu ou pas de musique. C'est vraiment un jeu qui a une atmosphère unique en son genre. Donc il coûte 0 de ce temps-ci, donc je le recommande vraiment. Je l'ai pas essayé en VR encore, mais ouais, Super Hot, pour ceux qui l'ont jamais joué, là. Gratis de 106 sur PlayStation Network. J'ai eu du fun depuis le début de la semaine à jouer à ça. C'est vraiment le fun, Super Hot. Ah oui. Ouais. Puis attends un peu, j'ai un thème de chronique, ça, là. Oh, ouais. T'as un peu. Ah. Après Cronen le barbare, Cronen le destructeur et Cronen le bibliothécaire. Voici Cronen l'Arsenal. Conan! Hey! Comment ça va? Ça va, maudit? Ouais, en direct du Comic-Con 2022 de Québec, en association avec La Planque. La Planque? Ben oui, La Planque Jeux vidéo. Moi, je me pose la question, Conan, qu'est-ce qui fait que Conan le Barbare s'est associé avec ce flambeau du jeu vidéo à Québec? Ben, parce que j'ai une très bonne relation avec une des propriétaires, mais aussi, c'est principalement pour ça. Parce que moi, je suis pas là en tant que Conan le Barbare, je suis vraiment là plus en tant que staff, de La Planque. Mais évidemment, il y a quand même il y a une personne qui m'a reconnu malgré mon stealthiness. Il y a un fan de geek qui est venu prendre une photo avec moi, donc je suis très surpris. Oui. Ouais, c'est le fun. Là, le Comic-Con est commencé depuis quelle heure, là?
le Comic-Con a commencé depuis 10 heures, puis là, ça va se poursuivre aujourd'hui jusqu'à 11 heures. Donc, vraiment, là, venez voir, parce que, écoutez, c'est plein, c'est une mer de monde. Et je pense qu'il y a comme pas un costume que j'ai pas vu, là. Juste sous les yeux, j'ai un Luchador, j'ai Coraline, j'ai Mario, j'ai Luigi, j'ai Flash, j'ai Maleficent, j'ai le gars de Scream, j'en perds tous mes mots. Wow! Mais vraiment, venez voir ça parce que c'est impressionnant de voir autant de monde triper sur autant d'affaires. Yes! Ça se passe à quel endroit cette année? C'est au centre de congrès. Puis moi, j'aurais une demande spéciale, s'il vous plaît. Pendant que t'es là-bas, prends-moi une photo de Baby. De qui? Baby. La Chevrolet Impala 67 de Supernatural. Ah, OK. Là, tu vois, le seul véhicule que je vois sous mes yeux, c'est la Jeep de Jurassic Park. Mais si je vois le Tame Impala, le groupe, je vais prendre un photo de stand, le photo certain, mon homme. T'es bien fin, Conan. Yes. Fait que, la planque jeux vidéo qui est là, qui est aussi commanditaire de la chaîne, Mikey GLGCA, donc tu remercieras pour moi en présentiel. Donc, certainement, parce que, tu sais, Stéphane, avec la planche, il vient d'offrir plein de jeux vidéo qui sont gratuits. Donc, vous venez jouer à la PSVR, à toutes sortes de vieilles consoles rétro, tu sais, de Sega, Nintendo, Vertex, il y a même des pads de DDR. Donc, vraiment, là, c'est pour tous les fans de rétro. Puis, tu sais, c'est gratuit. Donc, venez nous voir, puis venez jouer. Un mini Warp Zone, donc. C'est pas mal, un mini Warp Zone. Yes. Là, tu dis que c'est rempli de monde, là. C'est pas de joke, là. C'est plein, non, mais plein. je vois pas plus que 3 mains devant moi. OK. Wow. Hey, c'est le fun parce que, tu sais, c'est probablement un des premiers un des premiers gros événements majeurs de convention geek à Québec depuis la pandémie, là, majeur. Effectivement. Ça doit être pour ça qu'il y a autant de monde, parce que le monde avait très soif. Ah, oui, hein. Le monde avait très soif de VR et de jeux et de patentes et de cossins et de tout ce que tu veux. Oui, de cosplay, de se déguiser, tout ça, oui. J'ai juste, là, ça n'a pas rapport avec le Comic-Con, mais dis si le jeu dont j'ai parlé en ondes les 2 dernières semaines, là, Dome Keeper, est-ce que c'est Conan Approve? Écoute, moi, j'ai joué 20 minutes, là, puis je peux te dire immédiatement que c'est de l'héroïne sous forme digitale. Je fais juste penser à ce jeu-là. J'ai juste hâte de revenir chez nous puis jouer, de gaspiller tout mon temps puis de mourir desséché, déshydraté en jouant à ce jeu-là. Donc, Dome Keeper va avoir au moins 2 morts sur la conscience, celle de Conan et la mienne. Yes. Ouais. Hey, c'est le fun de pouvoir te parler. Donc, si vous voulez voir Conan en chair et en os, mais surtout en chair. Alors. Surtout en chair. Pas ça que je voulais dire. Pas ça que je voulais dire. Mais si vous voulez voir Conan, vous allez au Comic-Con qui est présentement au Centre des Congrès. Au Centre des Congrès, Eric. Et Centre des Congrès tout court, en fait. Centre des Congrès. Et vous allez au kiosque de la planque. Vous allez saluer, bien entendu, le staff là-bas, ainsi que Conan qui est sur place. C'est jusqu'à 11h. Est-ce que tu es là demain aussi, Mister? Oui, je vais être là demain. Mais nous, ici, à la planque, ça tombe quand même à 6h. Donc, nous, on sera pas là jusqu'à 11h, mais l'activité, quand même, la convention est ouverte jusqu'à 11h. Yes. Parfait. Donc, c'est en fin de semaine. Donc, pour ceux qui nous écoutent live, c'est le moment d'y aller. Merci beaucoup, Conan. Ça fait plaisir, les boys. À la prochaine. Yes. Hey, wow. C'était le fun, ça. Hey, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de discussion avec quelqu'un en live d'un événement. Oui. Ça fait, puis je pense à ça remonte à 4-5 ans de ça. Oui, puis c'est pour ça, cette semaine, que j'ai mis un post sur les Geeks Contre-Attaque, là, la page Facebook. Oui. Puis oui, j'ai pris une vieille photo. C'est quelqu'un qui m'a fait réaliser ça 16 heures plus tard. J'avais mis une photo de 2021. Mais j'ai quand même demandé aux gens qui c'est qui allait être là. Puis Conan a répondu. Puis j'étais comme, parce que je me cherchais quelqu'un pour faire un reportage live justement de l'événement, ben qui de mieux que notre Conan en résidence, tu sais. Ben oui, tout à fait. C'est pour ça qu'il n'est pas avec nous autres en studio, vous l'avez deviné maintenant. C'est pour ça qu'on est moi et Mikey seuls. Stéphane est en dehors de la ville. Et c'est ça. Donc Phil aussi. C'est la longue fin de semaine, là, fait qu'il est certain qu'il y a beaucoup de monde qui sont partis dans différents endroits de la province pour rejoindre la famille. Fait que nous, la semaine prochaine, là, techniquement, Goulet devrait être là aussi. Il m'a parlé qu'elle allait être là, puis on va avoir la visite. Ça va être la deuxième partie des promenades des arts. Ça, la promenade des... Promenade des arts, ben oui, c'est ça. Oui, la promenade des arts 2022. Ouais. Donc, on va venir faire un tour en studio pendant l'émission. Donc, bref, on va vous en parler à ce moment-là. On reste-tu dans les jeux vidéo?
On peut rester dans un jeu vidéo ou à moins que ça soit le moment de la toune. Non, la toune, ça pourrait être ben, ça ferait du sens. Parce que ça fait de jeux vidéo aussi. Ah oui, donc, hein. Ah oui, donc. Oui, donc. La chanson de la semaine 3! Alors, chanson de semaine numéro 3. Et là, c'est une suggestion d'un auditeur. Non seulement de l'émission des Geeks contre-attaque, mais aussi de la chaîne Twitch de Mikey qu'on va parler après la chanson. Ben oui, puis il est sûrement au Comic-Con parce qu'il est photographe événementiel pour des événements. Hein. Donc, Monsieur Jeko. Oui, Monsieur Jeko là, qui nous a fait une suggestion musicale. J'ai écouté le vidéo et c'est capoté raide. C'est groupe Quartz. Qui met également en vedette dans cette chanson-là la chaîne Le Jeu, c'est sérieux. C'est des collègues médiatiques geeks de la région de Trois-Rivières. Donc, qui ont une chaîne sur YouTube, qui ont prêt un medley de jeux vidéo 100% a cappella. Tout ce que vous allez entendre est fait avec des voix. Oui! Et c'est un medley, c'est le fun. Ils se promènent dans plein d'époques, plein de jeux. La toune des Sims faite avec des voix, je trippe ma vie. OK, essayez de... faites un petit concours avec vous-même de deviner les thèmes un par un. Là. Honnêtement, il y en a pour tous les genres. Et le vidéoclip, après l'émission, vous pourrez aller voir ça. On mettra le lien sur la page Facebook dans la fin de semaine pour aller voir ça. Honnêtement, là, on écoute ça Quartz avec un 4 au lieu du A. Donc Quartz, Video Game Medley. On écoute ça au Geek contre-attaque. Et on vient d'entendre le groupe Quartz, ainsi que ainsi que la chaîne Le Jeu, c'est sérieux de Trois-Rivières. Donc c'est une version a cappella d'un vidéo game medley. Donc plus tard. Et je viens de poster ça live sur Facebook avec mon téléphone de façon très malhabile, comme c'est ma façon de travailler en fait. Donc voilà, c'est disponible sur notre page Facebook. Allez voir le clip, mais après l'émission, mettons. Ouais. Chronique jeux vidéo! Hey! Vous savez que jeux vidéo, j'ai une nouvelle avant que tu parles de toi et tes affaires. Hein? Non, en fait, c'est plus pour parler de tes affaires qu'on fait des jeux vidéo. Oh oui, c'est vrai. Ben oui. Avant, je veux dire que Creepshow va avoir un jeu vidéo. Il va avoir un jeu vidéo de Creepshow fait par le même dude qui est en arrière de The Mortician's Apprentice. Okay. Donc ça a bien pogné comme jeu, Mortician's Apprentice. Et ce qu'ils vont faire avec ça va être ça va voir le jour en 2024, le jeu vidéo de Creepshow. Et ce qu'ils vont faire, ils vont garder la même formule anthologique. Donc il va avoir, mettons, 4 histoires. Chacune des histoires va avoir un gameplay différent. Et va avoir comme, j'imagine, un lien qui les unit peut-être, mais pas nécessairement. Mais tout ça pour dire, je suis curieux de voir ça. Ça va être prêt en 2024. Puis Creepshow, écoute OK. Très bon film de pendant l'Halloween, là, le premier, là. Oui. Question de petits films d'anthologie d'horreur, il est le fun. Oui. Le 2 peut passer à côté. Il était bad, là. Il y a une nouvelle série sur Shudder. Ah oui, en plus. Oui, Shudder, qui est la plateforme de streaming spécialisée dans les films et séries d'horreur. OK. Fait que, mais là, on parle de jeux vidéo. Mais toi, tu joues je joue à plein de tu vas jouer de façon quotidienne, en fait? Oui, je vais pas juste jouer. En fait, ce que je veux faire, c'est un stream moton. Comme un radioton, mais un stream moton. Ça serait du radio moton que je fais. Ouais, okay. Parce que c'est pas un subaton, tu sais, quoique il va y avoir quand même des sub-goals impliqués. On parle ici de la chaîne Twitch. Sur laquelle Mikey sévit depuis maintenant presque 2 ans. Donc sur twitch.tv /MikeyGLGCA. Donc, si vous n'êtes pas encore venu, vous êtes un auditeur régulier de l'émission de radio, sachez que ça a un peu la même vibe, sauf que c'est plus Mikey centriste. Donc, si vous m'aimez pas, allez pas là, ça vous donnera rien d'être. C'est 100% Mikey. C'est toute la journée, toute la nuit. Non, mais ce que j'ai décidé de faire, j'ai pris 1 semaine de congé au travail juste pour me consacrer à mon Twitch. Donc, c'est pas une semaine de vacances, je vais être ailleurs en train de faire des trucs. Ça va être beaucoup plus le fun. Fait que là, tu vas twitcher à tous les jours pendant 7 jours. Pendant 10 jours. Du 10 jours, du 13 au 23.
pendant 10 jours. Et là-dedans, évidemment, je vais gamer. Il va y avoir des nuits de gaming. Exemple, je vais faire... Est-ce qu'on a un ciné-geek au travers? Oui, il va y avoir un ciné-geek au travers. D'ailleurs, le premier vendredi, ça va être ton ciné-geek pendant ça va être mon ciné-geek, OK. Ouais, c'est vrai. Ciné-geek bêta. Oui, j'apprends ça là. Good. Est-ce que t'as déjà une idée de ce j'ai dit ça. Oui, pour le mois d'octobre, penses-tu que j'ai pas 7, 8, 12 films d'horreur en backlog là, pour... oui, on va avoir du fun. On va avoir du fun avec ça. Mais continue. Ce que je veux faire aussi, je veux vous parler des sub-goals, entre autres, parce que vous pouvez vous abonner à ma chaîne et ça, vous contribuez financièrement à l'avancement de la chaîne. Donc, j'ai investi ça dans du nouvel équipement et des trucs, des jeux. Je sais un peu comment t'as payé pour starter ta chaîne. Puis ça vaut la peine d'aider Mikey a mis de l'argent là-dedans. Ben j'ai mis de l'argent là-dedans, puis je continue à en mettre tout ce que vous me donnez. Je paye des jeux avec ça que je stream. Des jeux ou de la bouffe bizarre que tu manges live. Ouais, entre autres dans les sub-goals, j'ai acheté de la nourriture de singe que je... Quoi? Oui, pendant s'il y a assez de gens qui s'inscrivent à ma chaîne Twitch, à un moment donné, je vais sortir la bouffe de sac de nourriture de singe, je vais manger ça live et je vais vous dire ce que ça goûte. Je suis peut-être un inculte. Mais la nourriture de singe, tu sais, on est jeune, on se fait dire que les singes mangent des bananes, right? Fait que tu sais, c'est comme un singe mange pas des fruits pis ça fait normal ou non? Un chat mange des souris. Mais tu t'achètes pas des souris live. On y achète de la bouffe à chat, donc il y a de la bouffe à singe aussi. Exactement, le même principe. Ouais. Fait que t'as acheté du manger à singe? Du manger à singe. Fait que ça va être la section Monkey G du stream. Et aussi, j'ai plusieurs autres sub-goals. J'ai mes 6 commanditaires, dont la plante fait partie d'ailleurs. Il va y avoir des tirages là réguliers. Mon but, c'est d'atteindre 100 subs, OK? Et à 100 subs, qu'est-ce que je fais? Vous connaissez mon amour pour le Ring Fit. Oui. Donc, je vais faire du Ring Fit en hardcore mode, c'est-à-dire je vais faire 1 heure de Ring Fit, mais avec, sur le dos, une veste lestée de 20 livres. Oh, tabarouette. OK, Fait que je vais souffrir pour vous. Rendu à 100 subs, je pense que ça mérite 100 subs. Et si vous voulez me voir me faire épiler le chest à cire aussi, il y a plein d'affaires. Manger un piment fort, j'en pense que c'est meilleur. OK, donc ça va être de la variété là, pendant cette semaine-là. Dans cette variété-là, évidemment, le premier vendredi, ça va être ton ciné-geek. Le deuxième vendredi, ça va être un What the fuck, mais avec une intro quand même assez spéciale. Première partie de ce What the fuck-là, on va écouter une couple d'épisodes d'une série web dans laquelle j'ai joué. Et on va avoir le réalisateur de cette série web-là en direct sur Twitch, Maxime Briand. De Xenocortex. Qui va répondre à toutes nos questions. On va avoir une section entrevue, Q&A évidemment pendant le visionnement, commentaires en direct, tout ça. Fait que ça va être en première partie du deuxième vendredi qui va... c'est comment ça s'appelait déjà? Starcramp. Starcramp, oui. Hey, on l'a reçu 2 fois en entrevue, on avait été chez... Oui, je me rappelle. Ben oui. Quand même, c'est en sachant dans quoi ça a été tourné, ça, avec quels moyens qu'il prend, c'est quand même assez... impressionnant. Parce qu'il y a un petit ordinateur qui se sert pour faire tous les décors de tout ça. Et ça se passe évidemment dans l'espace, dans des décors de vaisseaux spatials et des étoiles, puis des planètes, puis des boum boum piou piou, puis des affaires. Fait que non, c'est spécial. J'ai hâte d'écouter ça avec vous autres. Donc stream Moton, compté de mercredi prochain et ça va être le fun. Pour ta chaîne Twitch, à un moment donné, je pourrais peut-être suggérer une soirée que je vous visite là. J'ai joué aussi dans une web-série il y a quelques années. Rapport égalitaire. Oui, c'est ça. Qui était un organisme non lucratif gouvernemental qui avait payé un de mes amis, pour pas le nommer, Nicolas Paquin, qui a déjà été collaborateur au Geek Contre-Attaque. Donc, il travaille dans la construction, là. Mais tout ça pour dire que il avait réalisé ça, puis il avait engagé moi et une collègue d'improvisation, Adrienne Bellan, pour jouer dans cette série-là. On n'avait pas le budget pour scripter ça. Ça fait qu'on s'est servi de nos talents d'improvisateur que j'avais à l'époque. J'ai probablement encore le star, mais ça fait 6 ans que j'en ai pas fait, donc je peux pas te dire. Là. Je vais en faire passer ça pendant what the fuck, ouais. Ça pourrait être drôle d'en faire jouer. Mais tu sais, au pire, attends que je sois là.
Question qu'on puisse rire de moi dans ma face au lieu de mon insu. Ben oui. Et, Ben oui. On pourra checker ça. On checkera ça. On va faire ça en 2 films vendredi. Pour être drôle. Tu t'en penses? Une coupe? Ça une pourrait coupe. être drôle. Ben oui. Ah oui. Ah oui. Bref, tout ça pour dire que, allez voir la chaîne à toi. La chaîne, Mikey, là, il y en a pour tous les goûts. Pour vrai, là. C'est autant des jeux qui te chill, que t'écoutes de la musique, puis tu jases avec le monde, autant des trucs complètement dynamiques, énergiques, capotés. Écouter des films, des affaires bizarres, tu te promènes, là. Non, oui, je me promène, puis tu sais, je me bade pas. Je suis plus stressé avec ce médium-là. J'ai comme fait la paix pendant mon mois de congé, là, que j'ai sauté en parachute, puis je suis allé en Abitibi, j'ai fait plein d'affaires. Ben, je suis revenu avec comme une espèce de sérénité et un désir de continuer, parce que j'aime ce que je fais, puis crème, c'est ça. C'est quand tu le fais de façon excessive pendant un certain temps pour être, parce que veux pas, médias sociaux comme ça, tu veux le plus de views possible, ramasser le plus d'abonnés possible. Fait que tu vas vouloir, t'as le hustle qui embarque, là. Tu veux comme faire plus pour récolter plus. Puis il faut que tu trouves une ligne, tu sais. Ça peut devenir, ce qui est une passion peut devenir une corvée facilement si tu connais pas ta ligne. Ouais. Puis je pense que tes vacances de cet été, justement, c'est probablement que tu en avais besoin de toute façon, parce que ça aurait pu avoir le danger de passer du côté du fardeau plutôt que de la passion. Puis tu veux pas que ça t'arrive quand tu tripes quelque chose de même. Donc ben exactement. Bon move et bonne continuation. On a eu du fun à date au Poignet Cinégeek de septembre. En fait, je dis le Cinégeek dans lequel j'étais, mais celui avec Phil aussi, c'était le fun avec les films turcs. On a bien rigolé. Et non, c'est ça. Suivez-le. Donc le streamathon qui s'en vient là, du 13 au 23 octobre. Tu dis suivez-moi, je dirais suivez-moi pas de trop proche, parce que si vous avez vous rappelez de la confession que j'ai faite plus tôt dans l'émission. Moi, j'en parlerai plus. Hein. Non, je ferais comme si c'est pas arrivé. Écoute, j'avertis les gens, écoutez le début de l'épisode, si c'est pas déjà fait, c'est tout. OK. Oui. Non. Fait que... Telle une flatulence, j'aurais laissé ça derrière. Sur ce, on va faire une petite pause, on revient tout de suite après. On va parler de série télé là, pour la dernière partie de l'épisode. Restez des nôtres. Et nous sommes de retour pour la dernière partie de cet épisode des Geeks contre-attaque en ce samedi, le 8 octobre 2022, épisode 516. Je vais te demander un exercice de mémoire avant qu'on passe à la chronique. Oh. Tu mentionnais là 2 semaines lors de l'épisode dans lequel j'étais absent qu'il y a juste 2 des thèmes de retour de pause qui ont nécessité une modification du tempo de ma voix. Oui. Lesquels? C'est celui de Pokémon. OK. Parce que en l'entendant, je le trouvais cool, mais j'ai dit, si je l'accélère juste un petit peu, le pitch puis le tempo, il va timer parfaitement avec le ton, avec dans le fond avec ta voix dans le fond va comme tomber plus en accord avec le tuning de la tune. OK. Et ça a été parfait là, ça a comme c'est seamless avec ça. Et l'autre c'est Stranger Things. Parce que je voulais donner une vibe tu sais genre upside down. Ouais. Fait que j'ai mis un effet d'écho dedans puis je pense que j'ai espacé les répliques. Je vais me souvenir de ces 2. Je vais les sortir au cours du mois parce que je suis curieux. Ouais, c'est ça. C'est les deux seuls parce que les autres, là, le timing était tellement... T'as tellement fait une bonne cote la première fois que je pouvais m'en servir à toutes les sauces puis ça fitait pratiquement tout le temps. Je comprends pas à quel point c'est one size fit all, ce timing-là. C'est ridicule. Mais c'est la façon qu'on enregistre le vu, c'est comme on dirait qu'on se fie beaucoup à notre instinct. Puis j'ai pas besoin de te refaire faire 4 takes pour que tu comprennes ce que je veux. Et à l'inverse aussi, quand je faisais des takes pour les codes pour les autopromos qu'on fait passer des contre-attaques, c'est moi qui fais des pubs en dehors de l'émission, c'est toi qui fais les thèmes à l'intérieur de l'émission. C'est ça. Puis on n'a pas besoin, on est capable de se parler, fait qu'on peut-être plus comme ça, puis tout de suite tu comprends où c'est qu'on va aller. Puis on a tous les deux la même idée de qu'est-ce qu'on trouve le fun, puis dynamique, puis drôle pour le show. Faut remercier également l'excellent travail de Yves Dubois. L'excellent travail de l'excellent Yves Dubois. Ouais, c'est ça. Ben oui. Non. Hein? Il s'agit d'un petit écran pour l'humanité, mais d'un écran de géant pour les geeks. Chronique télé. Bon, ben, hey! Il reste plus de tonnes.
On a une demi-heure complète, ben presque une demi-heure, là, parce qu'on finit un peu plus tôt qu'avant. Reste que c'est Chronique télé pour le reste du show, parce que j'ai suivi des trucs cette semaine. Puis toi, apparemment, t'as une mission aujourd'hui, là. Ben, une mission, je veux que tu ouvres tes horizons un peu, Eric, et que tu donnes une chance, au moins pour que je veux que tu reviews cette série-là, puis je te demande pas d'écouter tous les épisodes au complet, là. Okay. Juste quelques épisodes pour te donner une idée du ton. Je sais à quel point, et je suis d'accord avec toi, à quel point tu exècres les sitcoms avec une laugh track. Okay? C'est dégueulasse, c'est pas écoutable. J'aime pas ça me faire dire quand est-ce rire. Je suis capable de comprendre quand c'est le moment, là. Oui, puis il y a pas juste ça. Mais ça peut être correct. Ça peut être correct, là. Mais je pense qu'il y a un plafond de verre qu'une série va avoir avec avec des rires en canne qu'elle pourra jamais percer. Ça pourrait pas être aussi drôle que mettons, Arrested Development, ou, tu sais, mettons, tu vas dans le Mont Rochemort des meilleures comédies de situation. Le top, ils ont pas de rire en canne. Mais non, c'est sûr. Il y a un plafond. Mais tu sais, en même temps, La Petite Vie, c'est un classique, puis il y avait des rires en canne pareil. Ah non, c'était pas des rires en canne, c'était du monde live. C'est pas la même chose. C'est vrai, c'était pas la même chose, pas en tout. C'est pas la même chose, parce que quand le monde rit, c'est parce que c'est vraiment drôle. Ouais, mais là, tant que tu me forces pas à écouter Big Bang Theory, moi, c'est correct. Pas du tout. Et wow, c'est bien ce que tu mentionnes ça. Mais mon point, c'est que surtout les laugh tracks, les rires en canne, ça sert souvent de ponctuation, plus que de dire que c'est drôle, parce que des fois c'est juste pas drôle. Écrire 18 minutes de malaisant. T'as besoin de 23 minutes de screen time, t'as écrit 18 minutes de texte, on va mettre un rire en canne, puis ça va les combler le temps. Exactement. Parce que si t'es enlèves, ça devient un paquet de silence malaisant en série. Je sais pas si t'avais vu des extraits, là, il avait montré justement, il y avait eu des montages de Big Bang Theory sans les rires en canne. Et c'est juste malaisant. C'est creepy, man. Oui, c'est déprimant, c'est dark. Ça change de ton glauque. Complètement, oui. Mais tu me parles de quelle série cette fois-ci? Young Sheldon. Wow, ok, donc un spin-off. Un spin-off. De Big Bang Theory. De Big Bang Theory, qui est le moins spin-off de tous les spin-offs. OK? La réalisation est bonne. C'est un 3 caméras. Je sais pas si tu me suis, là. Oh, je sais ce que tu parles. 3 caméras sans laugh track. Des décors, évidemment, les décors sont limités, mais quand même, c'est bien. Il y a la maison de Young Sheldon qui habite dans la ville fictive de Medford, au Texas, dans la fin des années 80, début des années 90. On commence l'aventure alors qu'il est âgé de 10 ans. Et vous savez que le Texas raffole de deux choses, Dieu et le football, ainsi que le steak qui est en 3e du palmarès. C'est un nerd qui est encerclé de toutes parts par de la non-nerditude. Est-ce que tu es capable de relate, Eric? Un petit peu que je dirais qu'un nerd geek en puissance de mon acabit, qui vivait dans une région rurale à l'époque. Si ça sent pas le gaz, on s'en fout. Voilà, c'est un peu ça. Et oui, je pourrais vraiment relater en bon français, là, je pourrais vraiment te sentir visé. Me sentir, dans le fond, complice de ça, de façon... Ça pourrait toucher ma fibre nostalgique de façon assez intense. Oui. Tu sais, quand Radio Shack était la place à être, y avait-tu un Radio Shack sur la Côte-Nord? Non, mais t'as peu. J'ai dit ça, non. Peut-être à Bécamo. Mais pas Forestville, ça c'est sûr. Mais est-ce que t'as déjà skippé une année? On m'a demandé de le faire. Ma mère a refusé de me faire skipper une année. Okay. Parce que je me faisais déjà écœurer beaucoup à l'âge que j'avais. Elle voulait pas m'exposer à des bullies avec plus d'expérience. Tu comprends? Okay. C'était déjà tough là. Mais par contre, je me suis senti ralenti puis entouré d'épais pendant longtemps parce que j'étais... C'est ça. Ben oui. J'aurais dû peut-être en skipper une ou deux. Là. Parce que moi, quand je faisais... Tu sais, j'avais beaucoup d'opérations chirurgicales que j'avais eues quand j'étais jeune. Ben oui. Pendant que j'étais en convalescence, j'avais un prof à la maison. Puis je pognais plein de mois d'avance en plus sur ma classe parce que j'allais à ma vitesse. Ben oui, c'est ça. Fait que là, quand je revenais, fallait que je réécoute la même affaire pendant un mois de temps et j'apprenais rien de nouveau. Tu sais, j'aurais pu me donner un méchant air d'aller, hein? On va dire ça comme ça. E-R-R-E. Mais ouais. Donc, Young Sheldon, hein? Young Sheldon, ça commence, le contexte, je t'explique. Première saison, t'apprends que à 10 ans,
il skip toutes ces années. Il rentre en high school à l'âge de 10 ans. OK? Et, au secondaire à 10 ans, wow! Non, pas au secondaire. Dernier cycle du secondaire. Parce qu'on se rappelle qu'aux États-Unis, t'as... le high school, c'est l'équivalent du secondaire 3, je pense. Genre 3, 4, 5. Ouais, c'est ça. Ouais. Il arrive en secondaire 3 à 10 ans, le dude. Okay. Et évidemment, ce que j'aime de cette série-là, c'est que ça prend le personnage intéressant d'une série, le seul personnage intéressant d'une série, et ça en fait... OK, dans Big Bang Theory, Sheldon est quelqu'un de... On l'aime pas, Sheldon. Mais c'est parce que il est trop fatigant pour tout le monde. Ils ont fait un peu un genre de sociopathe avec, là, dans le fond, quelqu'un qui a des sérieux problèmes d'adaptation sociale. Il est comme introverti, weird. Dans le fond, c'est comme ce que les pas nerds pensent des nerds. C'est une exagération de ce que les nerds sont pour le reste du monde. Tu sais, c'est comme... Mais c'est beaucoup plus généralisé ça, à l'ensemble des personnages. Ouais, non, c'est vrai, mais lui, je trouve que c'est particulièrement condescendant de la façon qu'il est écrit. Sheldon, c'est parce qu'il y a des problèmes, il est sur le spectre d'Asperger. C'est jamais mentionné non plus dans Young Sheldon, mais tu vois clairement qu'il y a des problèmes. Exemple, premier épisode, on voit clairement que, bon, la mère de famille, c'est la religieuse de la famille, et elle dit tout le temps le bénédicité à chaque souper. Mais Sheldon, étant germophobe, quand il a le temps de faire le bénédicité et de se prendre les mains, il a des mitaines. Il met ses mitaines pour tenir la main de sa propre famille. Tu sais, déjà là, tu vois que le jeune, à 10 ans, il a déjà des problèmes. Oui. Mais ça dépeint, premièrement, ça dépeint la douance d'une manière touchante. C'est une série très drôle, touchante, avec des personnages typés, une famille typique du Texas, le père, la mère, la grand-mère qui est une emblème, tu sais, dans Big Bang Theory, là, ceux qui l'ont suivi, la grand-mère de Sheldon était comme l'idole de Sheldon, c'est elle qui l'a comme stimulé, mais c'est pas elle directement, parce que elle est pas super intelligente. La grand-mère est tout un personnage. La grand-mère, c'est une gambleuse, fumeuse, foul-mouth, tu sais, tomboy, whatever. En tout cas, tu sais, est vraiment typé. Tous les personnages sont typés. Young Sheldon est adorable. Ça m'a touché. Legit à quelques reprises. Parce que je pars de loin, parce que c'est pas que je suis pas indifférent à Big Bang Theory. Big Bang Theory tu sais, je veux rien savoir de Big Bang Theory. Je comprends. Parce que je trouve que c'est ce que j'aime pas de ce que le monde pense de moi puis de ce que j'aime, là. Oui. Tu sais, c'est la société qui rit de moi, là. Je suis Puis je me sens attaqué par ça. Oh. Fait que tu me demandes de faire un gros step, mais la façon que t'en parles, on dirait, ça parlait avec les mains scripteurs, j'imagine, là? Non, oui, c'est Chuck Lorre. Ah ouais. C'est Chuck Lorre, sauf dans un autre format. OK. Dans un format qui n'est pas sitcom, qui est comédie, sans laugh track, 3 caméras. Chuck Lorre, faut lui donner une chance, parce que si tu connais juste Big Bang Theory, Chuck Lorre, là, non. Il a quand même fait beaucoup de stock, il est quand même bon dans les séries. C'est ce qu'il fait. Il fait des séries en série, lui. Je sais pas quand est-ce qu'il dort, il travaille tellement, là. C'est ça, c'est un showrunner en série, mais c'est drôle, il fait des séries en série, c'est ça pareil. Oui. Il en fait beaucoup, là. Yes. Fait que, va y donner une chance. J'aimerais ça comme devoir que tu t'en tapes 2 épisodes puis que tu je pourrais essayer ça. Ouais. C'est un beau devoir, puis je pars avec 2 prises. Tu sais, je pars avec 3 balles 2 prises. Mettons, tu sais, 2 épisodes de la saison 2 random. Là. Si elle a réussi à me gagner, elle a pas de chance. Hein. Fait que si elle a réussi à me gagner, ça va être tout un move. Là. C'est ça. Fait que je vais essayer ça. Si t'aimes pas ça, mais essaye au moins. Exact. Parce que si j'ai pas l'impression que la série rit de moi, on est en voiture. Déjà là, en partant. Puis si au contraire, je suis capable de je cherche le mot, je le trouve pas, là, mais pas de m'associer, mais de te retrouver dans le personnage. De me retrouver dans le personnage, exactement, dans le fond. De voir la réflexion un peu de ma jeunesse en cercle de redneck, mon affaire, là. Mais, ouais, mais de moi, donner un try. Moi, ce que j'ai vu cette semaine. Ouais. Rien de très nouveau, là.
C'est juste la continuité des 3 séries que je suis présentement pour vous autres, les geeks, pour être honnête, parce que il y a une série que je trippe, les 2 autres, je le fais un peu plus par habitude, mais il y en a une qui s'améliore. On va commencer par ce qui est moins le fun, en s'en allant vers ce qui est plus le fun pour la fin du show. On va finir ça sur une belle note positive. Oui. Rings of Power, l'épisode de vendredi, qui se passait après un épisode qui avait été rempli d'action et de mauvais addons anachroniques. À ce moment-là de l'histoire, dans le fond, là, c'est comme là, il y a eu un long build-up à une scène terrible qui mène à la création du Mordor. Okay? Oh! Et la façon qu'il annonce que le Mordor est... pendant l'émission... C'est la fin de l'épisode. Mordor, ça, c'est comme la forteresse des méchants. Ben non, c'est ça, le pays de Sauron. C'est ça, le volcan, il y a une éruption, ça a couvert le ciel, pis tout. Ben, le volcan, il y a eu une éruption l'épisode d'avant. Oui. À la fin de l'épisode. Puis là, à la fin de cet épisode-là, tu vois, dans le fond, les orques qui célèbrent ils célèbrent, dans le fond, le fait qu'ils vont posséder les Southlands. Et leur chef leur dit, non, c'est plus les Southlands. Mais c'est comment ça s'appelle d'abord? Puis là, c'est comme, je dis, OK, bon, fine. Tu sais, là, il dit pas. Fait que je fais comme, bon, il nous laisse deviner en nous montrant un beau establishing shot que c'est le Mordor, mais il apparaît Southlands dans le coin qui brûle puis qui devient Mordor parce que j'avais pas compris. Fallait qu'on me l'explique. C'est ce que j'aime pas de Ring of Power, c'est que je veux aimer ça. Il y a du budget en arrière de ça, il y a du gros argent en arrière de ça. Mais la série me prend pour quelqu'un de limité. Oui. Et prend ma main comme un enfant, parce que clairement, je suis pas un adulte quand j'écoute ça. Donc, je suis un enfant, puis il faut que je me fasse écrire ça en gros caractères, avec des marqueurs jaunes, ou est-ce que tu fais le tour avec un crayon de feu noir pour être sûr de bien le voir, OK? Et là, tu mets des lumières de Noël autour qui flashent pour faire différents contrastes sur les couleurs, pour être certain que personne ne le manque. Parce que Dieu sait qu'il faut toujours même pas demander à l'auditoire de réfléchir. Il y a quand même des gens dans toutes les sphères de la société, Eric, qui c'est pas de la mauvaise volonté, c'est pas du cynisme, mais ils ont tout le temps en arrière de la tête que la moyenne d'intelligence du commun des mortels est pas élevée. De quelle façon t'améliores tes capacités cognitives? OK? C'est comme un muscle. C'est un muscle. OK? Le cerveau, c'est un muscle. Ça fait que dans le fond, quand tu as à réfléchir par toi-même et à faire des déductions, t'améliores ta capacité à faire des déductions dans le futur. Donc, si tout le monde te prend par la main puis te montre tout à ta place, t'apprendras jamais rien. Si tu consommes des choses qui te demandent de réflexion et que tu fais des chemins dans ta tête qui t'amènent à des conclusions qui sont satisfaisantes pour toi parce que tu as réussi à faire le chemin pour toi-même, ben devine quoi? Tu vas être meilleur là-dedans dans le futur. Ou tu deviens complotiste. Point étant que c'est un peu ce mal-là que j'ai à l'intérieur de dire pourquoi vous nous donnez pas des produits qui nous aident à devenir plus perspicaces au lieu de nous rendre plus abrutis. C'est comme, le produit est correct, mais il pourrait tellement être mieux s'il prenait pas le monde pour des épais. C'est ça mon point. Je suis nostalgique de ça. De consommer des produits qui sont faits pour mon genre de public. Il faut les chercher à cette heure. C'est pas la norme. Il faut les chercher, c'est ça. Parce que dans le fond, ce qui était niche dans le temps est rendu populaire. Donc, ce qui est populaire est fait pour le plus bas des dénominateurs qui l'écoutent. Fait que tu sais, c'est comme... mais je suis encore triste de ça. C'est ça mon point. L'épisode est correct. Je suis fort. Tu sais, je suis pas... je le suis parce que je le suis, mais je suis pas tant intrigué à chaque semaine de l'écouter. Avec un peu plus d'enthousiasme, l'épisode de cette semaine de She-Hulk était malade. Oh, qui était le fun. Oh, qui était le fun. Rip it and rip it. Non seulement l'antagoniste, oui, il est câble. Je veux dire, c'est comme le leapfrog, là, OK? C'est comme... Un gosse de riche qui s'est ramassé avec un suit pis qui... Mais j'ai adoré... On va peut-être divulgacher quelque chose. Il y a l'arrivée d'un personnage dans le MCU pour la première fois de façon active, au lieu d'être un simple caméo. Daredevil is in. Trop tard. Trop tard, c'est ça. Donc, Daredevil fait une apparition. Donc,
non seulement en Daredevil, mais en Matt Murdock aussi. Oui, parce que c'est vraiment cool que ça arrive dans cette série-là, parce que c'est le crossover. Donc, idéal. c'est Jennifer Walters rencontre Matt Murdock en cours et She-Hulk rencontre Daredevil dans la rue. Ben oui! Fait que, honnêtement, quel épisode plaisant. Oh, eu du fun. C'est le ton des BD des années 90. Je me suis pas ennuyé une seconde, là. Non. Puis oui, OK. Je sais qu'on a un peu plus de difficultés avec la série puis le message sous-jacent, mais si tu réussis à pas trop t'occuper de ça, la série est quand même juste le fun. Juste le fun. Puis je peux pas blâmer de vouloir juste être le fun. C'est court, mais c'est comme, fait qu'il faut qu'il se dépêche de se rendre d'un point A au point B, fait qu'il y a beaucoup de, OK, on est là. Je suis tout seul qui est tanné des longs génériques de fin. Hey, le chunk dans, tu sais, le chunk de temps qui est alloué c'est vraiment trop long. Ouais. Pourquoi ils font ça? Je sais pas. Parce que, tu sais, à un moment donné, oublie pas qu'ils faisaient ça, un genre de pré-générique pour ensuite mettre une scène post-générique. Ils l'ont fait dans les 3 premiers épisodes de la série, puis il n'y en a plus depuis le 4e. Moi, j'ai jamais eu la patience de regarder jusqu'à la fin, fait que j'ai tout manqué ça, moi. Ben, t'as manqué quand même des révélations de fun en passant, dans les scènes post-génériques, là, honnêtement. Mais anyway. En passant, je pense que les meilleurs jokes sont dans les scènes post-génériques. Tu pourrais réécouter, parce que vu que ça te place pas dans l'embarras de réécouter, mettons, celle du épisode 1, 2, 3, parce que c'est une bonne joke en rapport avec l'épisode, mais t'as pas besoin de t'en rappeler d'avoir vu là, 4 minutes pour catcher, c'est une joke détachée. Ouais, OK. Puis, ça vaut à peine des revoirs pareils, tu iras checker ça. Ouais. Et la 3e série que je veux parler, puisque pour terminer l'émission, c'était le 6e épisode de Andor. Le 5e épisode de Andor. Donc la série sur la naissance de la rébellion qui suit Cassian Andor, le personnage de Rogue One. J'avais oublié que ça existait, cette série-là. Man, que c'est bon. Parce que cette série-là est tournée par ceux qui l'ont écrit, par ceux qui jouent dedans. T'as l'impression qu'ils se sont fait dire qu'elle allait être Star Wars à la fin. Parce qu'ils jouent pas ça comme si c'était du Star Wars, ils ont pas écrit ça comme si c'était du Star Wars. C'est juste une bonne série tout court. C'est tellement un bon build-up. La façon qu'ils installent la tension puis la situation dans laquelle tous les personnages qui sont dans un danger inhérent dans leur situation, puis qu'ils construisent, puis tu deviens nerveux, puis tu veux pas qu'ils fassent de gaffe, puis c'est juste bien écrit, c'est mature, c'est adulte, c'est solide. Et le build-up, là, je te dis, je suis hypé pour l'épisode de la semaine prochaine, là. Vraiment. C'est au niveau de Mandalorian, pour ce qui est de série qui est faite pour adultes, là. Dans le fond, pas pour adultes, dans le fond que c'est du contenu mature. Non. C'est fait pour une autre histoire qui réfléchit, là. Pas un enfant qui veut se faire vendre une bébelle, là, tu sais. Et, wow, c'est à ce point-là bon. Parce que c'est Book of Boba Fett, il y avait des bons épisodes, t'inquiète, mais il y avait des bouts malaisants. Obi-Wan était très inégal. Mandalorian, j'ai tout bouffé, j'ai tout aimé. Book of Boba Fett, je me suis arrêté à un moment donné. Donc, ça prouve. Oui, les petits punks, là, avec les motos trop propres dans le désert. Puis il y avait quelque chose de... Tout ce qui était par rapport aux Hommes des Sables, c'était vraiment cool, là, les flashbacks. La fin que le rencard, c'était badass, mais en même temps, c'est plus une scène de figurines que tu trouves cool dans une fanfiction que de... En tout cas, bref. Puis les échanges entre le Mandalorian et Boba Fett, quand les deux sont à l'écran, c'est cool. Ouais. Dans Book of Boba Fett. Mais tu sais, Andor, c'est mature. Ça pourrait passer un poste de TV normal. Tu marques pas Star Wars autour. T'appelles ça Andor, là. Tu parles pas... Tu m'as aucune mention de Star Wars dans le marketing, là. Puis le monde écouterait ça puis trouverait ça juste bon, là. Tu sais, à la The Expanse ou Babylon 5, ou tu sais, genre un bon sci-fi, là. Y a-tu des références à quoi que ce soit de Star Wars dans Andor? Oui. Ne serait-ce qu'à la Force ou des Jedi ou quoi que ce soit? Non, c'est ça l'affaire, c'est que t'as pas de force dedans. Et ça fait du bien de pas, encore, ça fait des années que j'en parle aux geeks, là. Okay, je veux voir du contenu de Star Wars qui a pas de sable laser, pas de Jedi, puis autre chose, la Moses de famille incestueuse Skywalker qui finit plus de ressortir des boulamites tout le temps. Puis de suite de films qui dit soudainement l'empereur est de retour sans aucune raison apparente. Et puis qui ose mettre ça dans le générique de début. Vous avez pas honte? Ah non, le moins là, je parle de Rise of Skywalker, le mieux. Le point étant que ça feel comme enfin, là, pas de rien. Là. Tu prends l'univers de Star Wars, tu construis autour. Qu'est-ce qui se passe pendant que les gens qui ont eu à subir les débuts de l'oppression impériale et comment ils ont bâti cette rébellion-là avec des gens qui avaient pas de pouvoir, puis de sang spécial, puis de passe-droite, puis de... Tu
comprends ce que je veux dire? Puis de plot armor qui veut pas se débattre, puis de moi je suis meilleur que tout le monde dans tout, puis non. C'est juste bien écrit, bien joué. C'est de la construction d'une rébellion, d'élaboration d'une rébellion galactique. C'est ça, à l'intérieur d'un empire galactique qui a pas encore fermé complètement sa main de fer, mais est en voie de le faire. Tu vois que tous les systèmes de la bordure extérieure sont gérés par des corpos, mais éventuellement, si la corpo file pas au nom de l'Empire, l'Empire reprend le contrôle, puis tranquillement pas vite sont en train de... Mais reste Andor, hautement recommandé par Eric, OK? Je sais pas pour les autres, on en parlera avec Phil quand la série sera finie, mais moi, je vais être très près. Bon, ben écoute donc, je vais écouter Andor, un épisode d'Andor cette semaine. Toi, écoute Young Sheldon. On fait ça? Ben oui. On s'en revoit la semaine prochaine? OK. Ben, c'est déjà ce qui m'a fait l'émission de cette semaine. Tabarouette. Hey, tout d'abord, j'aimerais remercier Mikey G. Ben là, c'est moi qui te remercie. Yes. Ben. C'est déjà fini. Ben oui. Hey, je remercie Conan qui était au Comic-Con. Allez-y d'ici la fin de la journée au Comic-Con de Québec. C'est au... Centre des congrès. Au centre des congrès, Eric. Vous allez là, c'est jusqu'à 6h pour Conan et la planque jusqu'à 11h. Et c'est là aussi demain. Donc, restez sur les ondes de CKRL. C'est l'Intemporel qui suit avec Yves Landry. Pour ce qui est de nous, ben, on s'en change la semaine prochaine sur ce. Merci d'avoir été là. On se reparle dans 7 jours. Salut les geeks.